Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous les leçons que j'ai apprises en fait en faisant l'apprentissage en famille. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans l'école à la maison, l'éducation à domicile ou plus communément appelé les apprentissages en famille. Donc, enchantée, je m'appelle Julie R. Bordelot. Je suis maman à la maison de 4 garçons d'une famille militaire. Auparavant, j'ai une formation d'enseignante en sciences et en éducation physique. Je suis reconnue et au Québec et en Ontario. J'ai aussi fait plusieurs autres formations parce que je pourrais me considérer comme une multipotentielle un peu hyperactive qui veut toujours apprendre. Donc, je me qualifierais vraiment d'apprenante à vie. Nous avons fait l'école à la maison en 2016 et en 2018. Je vais vous partager un peu plus tard comment on a vécu tout ça. Donc, mon webinaire est vraiment un peu plus nouveau genre. Je vais commencer par vous présenter un peu notre histoire, comment j'ai vécu certaines choses pour ensuite partager avec vous les leçons que j'ai apprises de ces événements-là parce que je pense que chaque défi qui croise notre route nous permet d'aller plus loin, de devenir quelqu'un de meilleur, de vraiment être capable d'évoluer et d'être la meilleure version de soi-même, dans le fond, le plus possible. Et toutes ces leçons-là m'ont amené vraiment à établir une nouvelle mission de vie, si on peut dire, qui se transfère dans ma vie professionnelle aussi. Donc, je vais vous présenter ça. Donc, pour commencer, mon histoire. Je vais faire le récapitulatif, mettons, des 10 dernières années, parce que sinon, ce serait beaucoup trop long. Et on a peu de temps ensemble. Donc, je vais commencer en 2009. J'étais tout juste sortie de l'université. J'ai terminé en 2006 dans ma formation en enseignement des sciences. Et j'ai aussi fait ma formation en enseignement de l'éducation physique pendant 1 an en 2007, si je ne me trompe pas. Donc, en 2009, j'étais dans les écoles à avoir une tâche assez variée, à enseigner français, des sciences, l'économie, l'éducation, choix de carrière. J'ai fait aussi projet personnel d'orientation. J'ai fait toutes les matières en sciences, bref. Puis à part de ça, est-ce que j'ai fait d'autres choses? J'ai fait de l'informatique aussi. En 2009, j'avais une tâche qui était chimie physique et un cours d'informatique. Donc, en 2009, on venait de décider, moi et mon conjoint, qui est militaire, qu'on voulait fonder une famille. Et déjà là, la vie militaire nous a comme imposé le rythme d'attendre plus tard, puisque mon conjoint est parti en mission en avril 2009 jusqu'en octobre. Donc, c'est à partir en novembre, tout de suite après qu'il soit revenu, je suis tombée enceinte de notre plus vieux. En juillet 2010 est né notre beau bébé en santé. J'étais déjà en retrait préventif depuis le décembre de l'année d'avant, en raison des risques avec les produits chimiques. Donc, l'accouchement, sur le coup, l'accouchement a quand même bien été, mais avec le recul, c'est quand même un accouchement qui a été étrange. J'ai été, pendant 6 semaines, j'ai fait un décollement placentaire, donc j'ai été 6 semaines hospitalisée avant d'accoucher et j'ai eu mon accouchement en gare, comme on peut dire. Donc, c'est en grossesse à risque élevé. Et ça s'est relativement bien passé, mais à la fin, bébé est sorti avec une ventouse parce que son cœur décélérait. Donc, on l'a mis 30 secondes sur moi et on est parti. Il est parti en néonat pour être certain que tout allait bien. J'ai saigné, j'ai fait de l'anémie, etc. Donc, ça a été vraiment un gros chamboulement dans la maternité. On est rentré dans la maternité à pieds joints, brûlé, fatigué.
au moins la famille était proche. Donc, on a eu du soutien de cet aspect-là. Donc, si on arrive en 2011, bébé a 7 mois, je recommence à travailler en février parce qu'on veut plusieurs enfants et puisqu'on est famille militaire, on sait que ce ne sera pas le RQAP, mais bien l'assurance chômage qui va me permettre d'avoir un congé de maternité payé à 50%. Donc, je recommence à travailler avant mes 1 an de congé que j'avais droit et je fais un 4 mois à l'école pour ensuite déménager en juin avec notre bébé de 11 mois pour Kingston en Ontario. Et quand on déménage, je suis à peine 5-6 semaines enceinte de notre deuxième, qui va naître en février 2012. Donc, avec notre style de vie, de famille qui est appelé à bouger beaucoup, et mon expérience en enseignement, parce que je n'ai pas mentionné que pour moi, l'enseignement, à chaque mois de décembre, j'étais brûlée, à chaque mois de juin, j'étais brûlée, et je me mettais beaucoup en question par rapport à est-ce que ça me convient comme profession. J'aimais beaucoup le contact avec les jeunes, surtout en 1 à 1. J'avais de la difficulté avec ma gestion de classe, comme on appelle. J'aimais vraiment faire les choses différemment, puis c'était pas quelque chose qui était vraiment beaucoup prôné dans les milieux où j'étais. Une chance qu'on avait des belles équipes écoles, j'avais des collègues merveilleux qui m'aidaient vraiment beaucoup. Sinon, je pense que je n'aurais jamais passé au travers, j'aurais arrêté d'enseigner avant de déménager. Et donc, je me questionnais beaucoup après la naissance de notre deuxième pour finalement me dire, je veux rester à la maison avec les enfants. Aussi, les garderies en Ontario coûtent vraiment cher. Et je suis tombée par hasard tout bonnement en faisant une recherche du genre enseignement à la maison, enseigner à la maison, enseignement à distance, pour essayer d'être prof à distance ou prof en ligne. Et je suis tombée sur le site, le groupe Facebook de l'Association québécoise d'éducation à domicile. Et j'ai eu la révélation que c'était légal et possible d'éduquer ses enfants à temps plein, même quand ils étaient dans le scolaire. Donc, je suis comme tombée amoureuse avec cette idée-là de pouvoir rester avec mes enfants à temps plein. Et l'idée me permettait de m'imaginer à vivre un horaire qui était plus relax. Bonjour Laurence! Et voilà, donc en 2012, c'est vraiment là que j'ai découvert l'école à la maison, l'éducation à domicile. Et je me suis mis en mode découverte. J'ai cherché sur plein d'affaires, sur comment enseigner autrement, j'ai découvert les pédagogies nouvelles aussi. J'ai découvert le unschooling, l'écologie de l'enfance. J'ai commencé à me déscolariser beaucoup, à prendre du recul par rapport aux valeurs que j'avais, aux croyances, dans le fond, que j'avais plus qu'aux valeurs là, Donc, j'ai tout remis en question, là, ce que j'étais, puis comment je voulais, dans le fond, la vie pour mes enfants. Et en parallèle, puisqu'on voulait avoir un certain revenu, mais j'ai ouvert un service de garde en milieu familial pour pouvoir rester avec mes enfants, puisque je n'avais pas rien trouvé en enseignement en ligne. Et ça a été quand même un défi parce que c'est jamais évident là, avec nos enfants, que nos enfants partagent maman, puis ça fait une dynamique qui est relativement c'est pas spéciale, mais c'est une dynamique différente que si on reste seulement avec nos enfants à la maison, dans notre petit cocon, sans enfants qui viennent de l'extérieur. En 2014, je suis tombée enceinte de notre troisième en 2013 et en 2014, j'ai arrêté la garderie pour vraiment là, prendre mon souffle. J'étais fatiguée quand même avec deux bébés. Là, puis, ça m'a permis de me poser. Puis, pour me garder le cerveau relativement encore question que mon intellect ne dégrade pas avec le temps. Parce qu'on dirait qu'à chaque fois qu'on a un bébé, on perd du QI avec le manque de sommeil et tout ça. Donc, j'ai décidé de commencer à bloguer.
J'ai blogué sur ma vie de maman, sur comment on faisait des petits apprentissages informels aussi. Et ça a été ma façon à moi aussi de contribuer un peu à essayer de me valoriser autrement que par juste le fait de me consacrer totalement à mes enfants. Il y avait toujours cette petite voix plate-là en arrière de moi qui me disait « c'est pas assez, c'est pas assez ». C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que je travaille beaucoup. Même encore aujourd'hui, de me dire que oui, ce que je fais, c'est assez. Puis vraiment de me valoriser avec ce que j'ai, parce que puis ce que je fais, puis que je sais que je contribue, puis que ce que je fais, c'est apprécié. Quand on est à la maison, ben le contact avec les autres aussi est différent, puis en étant humain, on a besoin de justement ce contact-là. C'est vraiment un de mes gros défis dans la vie de le faire. Puis ça date de beaucoup d'années. Ça vient aussi de tout le bagage qu'on a, puis comment on est élevé, etc. Donc, un petit défi ici. Donc, si je reprends en 2014, j'accouche en mars de bébé, mais quand bébé a 4 mois. Mon chum était supposé prendre 4 mois de parental, mais ça a été écourté à 2 mois parce que finalement, on a été muté encore à Québec. Donc, on est retourné à Québec et ça a été un gros déménagement, là, vite, vite. Notre plus vieux devait rentrer à l'école et finalement, il ne rentrait pas à l'école parce qu'en Ontario, on commence à 4 ans, tandis qu'au Québec, on commence à 5 ans. Donc, voilà, ça a été comme un gros chamboulement de tout ce qu'on avait mis en place pour le futur à un peu plus à court terme. Et aussi, avec ça, avec le déménagement, est venu un rythme de vie vraiment plus rapide avec mon conjoint qui était absent vraiment plus souvent. À Kingston, il travaillait à l'école, donc il n'était pas déployable, il y avait moins d'exercices. Il venait coucher à la maison tout le temps. Donc, ça a été vraiment un autre mode de vie avec les enfants à s'habituer que papa partir rien, puis qu'il voit bébé plus ou moins dans sa jeune vie de bébé parce qu'il est parti à peu près l'équivalent de 6 mois, à peu près la première année, en tout et partout. Par semaine, par 2 semaines, par 5 semaines, etc. Toujours est-il qu'en revenant à Québec, j'avais encore cette idée-là dans la tête de faire l'école à la maison. Donc, en ayant les 3 enfants à la maison, ben là, on a essayé du Montessori, j'ai fait des activités, j'ai partagé ça sur mon blog, puis j'ai commencé à connecter avec des familles de la région qui faisaient l'école à la maison. J'ai même aussi créé le groupe Facebook Apprendre en famille à Québec, que j'ai laissé aller parce que je suis redéménagée ensuite. Mais c'est ça, je me suis impliquée un peu plus dans la communauté, puis je trouvais que c'était vraiment des gens qui avaient des belles valeurs, je me retrouvais finalement parmi une communauté qui me parlait beaucoup. Et en 2015, notre grand a été à la maternelle. Pourquoi on a choisi qu'il fréquente la maternelle? C'est parce que c'est un garçon qui avait vraiment besoin beaucoup de contact avec les gens, de voir des amis, tout le temps. Il fallait que ça bouge fréquemment. Et aussi, fallait qu'il sache d'avance qu'est-ce qui allait se passer. Puis moi, à la maison, je suis plus go with the flow. Donc, ça a été vraiment quelque chose pour répondre à ses besoins à lui. C'est bien beau, maman veut faire l'école à la maison, mais ça répondait peut-être pas vraiment aux besoins de mon fils. Et on s'est dit qu'en essayant la maternelle, on allait voir si ça allait lui convenir. Et il était charmé quand il a commencé. Il s'est fait plein d'amis, il jouait au soccer, il bougeait en masse, ça allait bien à l'école. Son enseignante n'avait que de bons mots, donc c'était un petit poisson dans l'eau. Puis moi, de mon côté, ben, j'ai comme fait un mini-deuil, si on peut dire, et j'ai commencé un lancement un ASP en lancement d'entreprise pour me trouver un projet professionnel parce que je travaillais de la maison. Donc, avec les 2 derniers, mon 2e et mon 3e à la maison, j'ai fait ça pendant que je jouais librement ou de soir ou pendant les siestes. Donc, au départ, je voulais créer des boîtes d'activités scientifiques en français, parce que je sais que ça se faisait en anglais beaucoup. Et tranquillement, pas vite, j'avais ça en déménage, ben là, ça va être beaucoup de gestion de matériel et tout ça. Donc, à la fin de mon ASP, j'ai comme changé d'idée et j'ai imaginé une plateforme justement virtuelle pour aider les parents éducateurs. Et
Et pourquoi? Parce que je sais qu'il y a tellement plein de ressources, il y a tellement plein de choses intéressantes, il y a tellement, c'est tellement beaucoup de temps que si je pouvais soulager un petit peu ce côté-là, ben, ça me permettrait de donner à la cause, puis de tout en me permettant, dans le fond, d'avoir un revenu d'appoint en restant avec mes enfants. Donc, côté blog, j'ai séparé mes deux blogs et j'en ai mis ce qui parlait de l'éducation et sur mon blog qui s'appelle maintenant Apprendre. Et j'ai mon autre blog sur ma vie de maman, de famille militaire et sur un autre blog qui s'appelle Ma vie avec Mimi Pissac. Donc, je continue sur cette lancée-là. En 2016, on a eu un gros changement. Mon conjoint est muté encore à Kingston, donc un retour. On accepte la mutation, mais ce qui est arrivé, c'est qu'on n'a pas été capable de vendre la maison. Donc, ça a été une année où il commençait sa tâche en juillet. Et je me suis dit, ça y est, c'est le moment d'essayer. On plonge, on essaye l'école à la maison. Comme ça, si on vend en septembre, en octobre, en novembre, peu importe, ben nos enfants vont surtout notre grand, on n'aura pas besoin de vivre cette transition-là, de quitter ses amis pour recommencer. Il aurait comme vécu 2 changements en l'espace de quelques mois. Donc, c'était une raison de plus de pouvoir l'essayer, puisque aussi je voulais l'essayer. Et aussi, ça allait nous permettre de pouvoir aller à Kingston, au lieu que ce soit papa qui revienne toujours les fins de semaine, parce qu'aussi avec une maison à vendre, il faut faire de ménage. Et bien que dans ma tête, c'est vraiment une bonne idée, ça n'a pas été la meilleure expérience de notre vie. J'ai beaucoup appris de ça, mais ça n'a pas été quelque chose qui a coulé vraiment facilement. La liberté qu'on se permettait, ça n'a pas été vraiment bien reçu, dans le fond, de la part surtout de notre grand. Comment j'organisais, dans le fond, nos journées, si on peut dire. Ben, le matin, on faisait des choses ensemble, on voyait les gens à l'école maison, il y a des journées complètes qu'on sortait. Mais quand venait le temps de s'asseoir, de regarder pour travailler l'écriture, faire un peu de maths, j'y allais avec le défi, les maths là, des frères Lyon. Et j'avais les livres de l'enquête au village des sons. Ça, c'était vraiment génial. Il aimait vraiment ça. Mais ce qui était important pour notre grand, c'était de faire les mêmes choses que ses frères. Puis, ce qui me demandait plus d'attention avec lui personnellement, ben, je me suis dit, je vais faire l'après-midi, pendant la sieste. Et là, c'était des combats incroyables à essayer de travailler un petit peu avec lui, parce que là, il voulait vraiment pas ça. Il était là, hey, non, ça marche pas, là. Mes enfants, ils dorment en haut, là. Moi aussi, tu sais, je veux pas faire ça tout seul. Puis là, à force, puis aussi, on changeait d'environnement une fois de temps en temps pour justement aller voir papa. Puis, à un moment donné, j'étais vidée, brûlée. J'étais là, ça marche pas. J'écrivais en panique à mon chum, genre, oh, ça marche pas. Là, je vais péter aux frettes. Puis, ma relation avec mon gars était vraiment rendue vraiment poche. On faisait juste s'ostiner, bref, là. Donc, finalement, je me suis décidée à le réinscrire à l'école. Il a réintégré en première année à la mi-novembre, donc 2 mois et demi après tout le monde. Il lisait pas. Sa prof était bien découragée de ça. Fait que, dans le fond, c'est ça. J'ai eu là un deuil à vivre sur... Est-ce que je l'ai vu comme un échec? Je pense pas. J'ai appris beaucoup, mais ça a été plus une grosse déception qu'un échec. T'sais, ça ne fonctionne pas pour nous dans les conditions présentes. Parce qu'on s'entend qu'une maman qui s'occupe de 3 bébés, d'un grand qui est en première année, d'une maison à vendre, puis d'un papa qui vient, qui repart, qui arrive le vendredi soir, puis qui revient, qui part le lundi matin, ben, c'était pas les meilleures conditions ambiantes. Donc, voilà pour 2016. Puis après ça, la réintégration s'est faite super bien. L'enseignante était un peu découragée, mais tout de suite, après les fêtes, notre grand savait déjà lire, puis il avait compris le retard sur ses amis à l'école. Donc,
ça a vraiment, c'était pas ça mon stress, mais c'est vraiment, ça a bien coulé par la suite. Puis après ça, là, oh mon Dieu, c'est un bon élève, puis tout allait bien. Ensuite, 2017, je suis tombée enceinte de notre quatrième. Donc, en février, j'ai appris la nouvelle et ça nous a permis, dans le fond, d'avoir un objectif un objectif en tête. Quand j'allais accoucher, tout le bordel allait finir. C'était fini de ne pas savoir ce qui allait se passer. Donc, c'est plus facile pour sécuriser les enfants aussi à ce moment-là. Et aussi, ça nous permet d'envisager un voyage à long terme. On a choisi les États-Unis pour pouvoir y aller avec notre roulotte. Donc, voilà, ça a été vraiment un soulagement. Cette nouvelle-là, ça a vraiment été un soulagement, surtout pour ma santé mentale, parce que là, je ne voyais plus le bout. Ça m'a permis là, de garder le cap. Au printemps 2017, j'ai commencé à faire de la pige à contrat. Donc, j'ai commencé de la rédaction pour le magazine École branchée. Ça m'a permis d'aller voir qu'est-ce qui se faisait maintenant en éducation, essayer de me faire un petit développement professionnel pour voir où ça en était rendu maintenant, puisque ça faisait longtemps que j'avais quitté les classes. Puis je voulais me reconnecter un peu là, avec ce milieu-là. Et aussi, par rapport à l'éducation à domicile, c'était le projet de loi, le projet de loi 144 qui est en train de se faire. Donc, j'ai participé à la création d'un mémoire avec Julie Duquette sur ce projet-là pour présenter différents témoignages des familles, puis des recommandations, si on peut dire, là, au ministère. Et c'est sur le site du ministère. Donc, ça a été vraiment, là, ça c'est à peu près notre printemps 2017. Ensuite, en juillet, à l'été, on va à la maison et on déménage 2 semaines avant que j'accouche de notre quatrième. Donc, voilà, on fait des rénovations à partir du moment qu'on arrive dans la maison, donc septembre 2017 jusqu'à février-mars 2018, on rénove la maison au complet. Et avril 2018, on part en voyage. On n'a pas préparé ça vraiment beaucoup, mais on se dit que tout va bien aller malgré tout. On est débrouillards et on fait, dans le fond, on part de Kingston, on descend Memphis, Nashville, on descend un peu plus au sud ensuite. J'ai des blancs. Ça fait longtemps que je n'ai pas raconté notre voyage. On a fait le Texas, on a fait plus au nord du Texas, là, pour se rendre, en fait, il y a des parcs nationaux, là. Monument Valley, on est allé après ça pour se rendre en Californie, à LA. On est monté jusqu'à San Francisco. Après ça, Napa Valley, on a fait les Flat Salts, le Mont Rushmore, on a fait Yellowstone, puis on est revenu par Badlands, puis on s'est retourné à Kingston. Et au beau milieu de notre tour, dans le beau milieu du Wyoming, l'État où il y a le moins de personnes qui restent là, j'ai reçu une invitation de Marinelle Marino et Marie-Ève Boudreau pour m'inviter à participer à la rédaction du livre sur l'école à la maison qu'elle voulait écrire. Le livre dont on aurait toujours rêvé. Donc, notre défi, c'était vraiment de l'écrire, l'auto-éditer et le publier 2 mois et demi après. Chose qu'on a réussi à faire. Donc, ça a été vraiment un beau défi. Puis ça a super bien coulé. Et à nous aussi, c'est vrai, c'est joint Julie Roux que j'ai appris et que je prends encore plaisir à connaître. Donc, voilà. Entre-temps, on revient, on lance notre livre et pendant l'automne, je choisis de lancer mes services d'évaluation, pas d'évaluation, mais d'accompagnement pédagogique. Donc, pour aider les parents à trouver les ressources qui sauvent du temps et ce qui conviennent aux besoins de leur enfant et à les leurs, comme une espèce de conseillère pédagogique, dans le fond. Et ça n'a pas été un franc succès, mais je n'ai pas dit mon dernier mot car j'avais encore en tête ma plateforme en ligne. Et la plateforme en ligne, dans le fond,
finalement, j'ai commencé à travailler dessus à partir de 2019. Donc, depuis janvier, pas mal, c'est ce que je suis en train de construire et je l'ai lancé en septembre. Donc, cette plateforme web-là, c'est vraiment mon petit bébé et c'est la façon dont je veux aider les parents à trouver des ressources, à avoir des témoignages qui sont aidants pour eux et qui permettent d'alléger un peu le quotidien, là, leur quotidien comme parents éducateurs, d'aller chercher des informations, des connaissances qui sont dans le milieu du scolaire, leur rendre disponibles. Comme ça, ben, en parlant avec la personne ressource au ministère, c'est plus facile quand on a le même bagage de connaissances, le même jargon, comme on peut dire. Donc, c'est à peu près mon histoire, comment je vis les choses et comment je suis arrivée à bâtir cette plateforme-là. Qu'est-ce que j'ai appris de mes 10 dernières années? J'ai appris plusieurs choses, vraiment beaucoup. J'ai évolué beaucoup et les 3 principaux messages que je retiens de tout ce que j'ai vécu, c'est vraiment que comme parent à la maison, comme parent éducateur, c'est important de toujours garder en tête que ce qu'on fait, ça a une valeur inestimable. Ce que je fais a une valeur inestimable. Je les ai mis sous forme de mantra pour que vous puissiez vous les approprier, vous les répéter. Comme ça, c'est vraiment ça devient plus ancré. Parce qu'on a beaucoup de croyances qui nous viennent de la société, de nos parents, de notre bagage, et qui peuvent nous arrêter un peu, nous empêcher, pas nous empêcher, mais nous amener à ne pas vraiment enjoyer, j'ai juste le mot enjoyer dans la tête, ne pas vraiment savourer le moment présent de ce qu'on vit avec nos enfants parce qu'on est comme toujours ailleurs, en train de dire qu'il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faudrait faire d'autres choses. Ou pourquoi tu fais ça? Tu penses que tu as toujours des comptes à rendre. Deuxième mantra, je fais confiance à ma petite voix. Quand on élève des enfants, on travaille, pas un travail, là, mais ce qu'on fait aujourd'hui, ça va avoir un impact dans 5, 10, 15, 20 ans. Puis, il y a des choses que j'ai fait, que je fais depuis des années, que là, je commence enfin à voir le résultat. Donc, c'est vraiment, il faut se faire confiance, puis il faut avoir confiance en l'avenir, que les petites graines qu'on plante en ce moment, ben, à force de les nourrir, puis leur donner ce qu'ils ont besoin, ils vont grandir au mieux de leur potentiel. Et ma dernière leçon, c'est je prends soin de moi. Pendant les 8 premières années de ma vie de maman, je me suis oubliée à vouloir prendre soin de mes enfants, à prendre soin d'eux, en fait, à vouloir me monter un projet professionnel pour pouvoir contribuer, mais là, ça vient avec ce que je fais à une valeur inestimable. Et à tout mettre en priorité, sauf moi, sauf ma santé, mon bien-être, qui a eu des hauts, des bas. Avec tout ce qui nous est tombé dessus, si on peut dire, j'ai arrêté de prendre soin de moi, tout simplement. Quand c'est rendu que prendre ta douche, ça ne fait plus partie de ta routine quotidienne, ben c'est peut-être un petit indice, à moins que ce soit vraiment comme conviction. C'est peut-être un indice que tu as besoin de recommencer à prendre soin de toi un peu. Et aussi, cette année, je me suis intéressée plus au coaching. Et il y a des gens qui disent, je ne sais plus c'est qui disent que pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Parce que la personne la plus importante, ben pour nous, ben c'est nous. Tu sais, c'est logique,
mais est-ce que en dedans, vous le sentez comme ça? Je ne suis pas certaine. C'est correct de payer ci, ça pour les enfants. C'est correct de payer ça, sa maison. Est-ce que c'est correct de payer un massage, de te payer de la laine pour que tu tricotes, de te payer, je ne sais pas moi, des suppléments alimentaires? Est-ce que c'est correct de te payer un Starbucks ou un David's Tea ou Tim Hortons, peu importe là? Est-ce que c'est correct de te payer la semence d'eucalyptus que tu veux planter dans ton jardin pour toi, mais que ça coûte les yeux de la tête avec le shipping et tout? Donc, c'est de ramener les choses en perspective, puis vraiment de voir, bon, je fais une priorité de moi, je me fais confiance et je sais que ce que je fais, ça vaut tout l'or du monde. Le fait que j'offre la possibilité à mes enfants de vivre à la maison, d'être dans un environnement sécuritaire, de sortir de chez lui, d'être épanoui, d'apprendre sous toute forme, parce que apprendre au quotidien, dans la vie, ben c'est ce qu'il va faire plus tard aussi. Moi, je suis allée à l'école, j'ai appris d'une certaine façon, puis depuis des années, je n'apprends même pas de cette façon-là. Je lis, j'écoute des vidéos, je participe à des webinaires, je me fais des formations, j'en reçois du coaching, et c'est ce qui m'a fait tellement évoluer. J'ai tellement appris, puis je me dis qu'il y a tellement plus que l'école. Puis l'école, ça fait une partie des solutions. Si ça te convient, c'est merveilleux. Mais si ça ne te convient pas, ben, on regarde d'autres solutions. Donc, voilà pour les leçons. Ce que je fais a une valeur inestimable. Je fais confiance à ma petite voix intérieure. Tu sais, là, celle qui veut crier puis que t'étouffes. Je prends soin de moi parce que tu le mérites. Parce que si tes enfants n'ont pas une maman, un papa en forme, ça se peut que ça aille moins bien à la maison. Parce que tu le mérites. Je prends soin de moi parce que je le mérite. Tout ce cheminement-là m'a amené à vouloir avoir une nouvelle mission de vie et aussi une mission professionnelle. Parce que non, mais maintenant que mes enfants sont à l'école, puis j'ai encore bébé avec moi à la maison, mais j'ai encore cette grande voix qui me dit tu dois collaborer au revenu familial. Et aussi, par exemple, on est en processus de peut-être une éventuelle sortie de l'armée de mon conjoint. Si ce n'est pas à la retraite, mais ça va être autre chose, mais ça arrive vraiment vite. Donc, j'ai décidé de mettre les bouchées doubles pour monter mon entreprise et offrir quelque chose de beau aux parents. Oui, principalement les parents éducateurs, mais aussi les parents qui veulent mieux soutenir les apprentissages de leur enfant. Parce que pour moi, chaque enfant mérite vraiment une éducation qui réponde à ses besoins à lui. Moi, j'ai un grand qui a besoin de voir des gens, travailler en équipe, jaser, échanger, appartenir à un groupe. C'est vraiment quelque chose d'important. Et moi, je lui souhaite qu'il y ait une éducation qui réponde à tous ces besoins-là. C'est pour ça qu'on l'envoie à l'école. Puis c'est pour ça que je vais travailler avec l'école pour qu'on puisse mieux le soutenir, parce que des fois, il y a des défis, parce qu'il bouge beaucoup, puis il y a de la misère qu'on se concentre à l'école. Et parce que je crois sincèrement que l'éducation, c'est vraiment un gros morceau dans notre société, puis c'est super important pour tout le monde, adultes, enfants, ados, jeunes adultes, grands-parents, peu importe. On apprend tout le temps. Je pense que c'est le but de la vie, là, de vraiment apprendre de tout ce que la vie nous amène sur notre chemin. Il y a toujours quelque chose à apprendre de ça. Et donc,
j'inspire les parents qui osent être le changement qu'ils veulent voir dans le monde en respectant leur individualité. Donc, en se respectant, en prenant soin d'eux. Et comment je fais ça? En écrivant un livre, en bloguant, en offrant des conférences, en offrant des formations et aussi en créant une plateforme web que j'ai appelée La Zone Apprendre, que je vais présenter dans quelques minutes. Et aussi, j'ai toujours plein de projets en pending et je vous dis qu'en 2020, ça va être merveilleux ce qu'on prépare pour vous parce que je le fais en équipe avec des collaboratrices merveilleuses. Je m'adresse à toi qui te questionne sur les meilleures façons d'élever et d'éduquer ton enfant. À toi qui mets les besoins de ton enfant avant les tiens. À toi qui ose écouter ce petit doigt intérieur, de faire les choses différemment, même si c'est vraiment pas évident à assumer. On ne se le cachera pas. Sortir de la norme, ça prend beaucoup de courage, de confiance, de conviction. Puis, j'ai envie de t'aider. Pour remplir ma mission, voilà les trucs que je fais, que j'ai déjà mentionnés. Donc, aussi sur apprendre, j'ai créé des répertoires de parents éducateurs blogueurs, de comptes à suivre sur Pinterest, après ça sur Facebook aussi. J'ai écrit un livre sur l'éducation à domicile. Je suis en train d'en écrire un autre par rapport à l'apprentissage en famille avant du numérique. Aussi, j'ai des conférences, des formations et je crée du contenu exclusif dans la zone apprendre. Je veux vraiment que ce contenu-là soit pertinent, intéressant, facilement accessible, que ce soit pas trop long, donc vraiment une dizaine de minutes souvent, soit à lire, à écouter, à regarder. Donc, c'est vraiment un contenu que je veux qui soit le plus adapté pour notre réalité de parents occupés, qui a plein de choses à faire, mais qui s'intéresse vraiment à s'améliorer toujours et à apprendre le plus possible pour être la meilleure personne pour ses enfants. La zone, c'est vraiment une plateforme dédiée à l'apprentissage en famille pour justement que tu soutiennes ton enfant. Qu'est-ce que ça comporte? Comment je l'ai créé? Il y a 3 zones, 3 sections dans la zone. Donc, en se loguant, c'est 3 sections. Et ces sections-là, vous avez la zone pro. La zone pro, c'est là où j'invite des collaborateurs du milieu scolaire à présenter leur domaine d'expertise. Par exemple, on va parler de progression des apprentissages, de différentes pédagogies, fonctions éducatives, circuits littéraires, aide technologique. On va parler aussi de mathématiques. Donc, c'est vraiment un endroit où je veux vraiment que ce soit les experts qui vous parlent directement. Normalement, je vise des capsules vidéo où ça va peut-être être de l'audio. Donc, c'est vraiment quelque chose pour que vous appreniez le jargon scolaire, qui est des fois plat, à apprendre ou à éplucher. Donc, exemple, quelqu'un qui présente le programme de formation d'école québécoise en 10 minutes, sans avoir à aller regarder toutes les compétences et tout ça qu'il y a dans le document. Si vous voulez aller plus loin, les liens vont être là pour pouvoir y aller. Ensuite, la boîte à idées, c'est la section plus informelle où j'invite, pour l'instant, c'est des mamans éducatrices, mais je vais sûrement inviter des papas éducateurs ou des papas à la maison ou juste des papas points ou des mamans points, des mamans à la maison aussi. Donc, je pose une question à une personne et ils répondent en 10 minutes, 15 minutes en audio pour donner des trucs, partager leurs défis et comment ils ont passé outre ces défis-là.
Nous avons déjà une capsule de Marinelle Marino qui parle de pourquoi on apprendrait en famille avec le numérique. Vous voyez le lien avec notre livre. Et il y a Mélissa Lépine qui a aussi une capsule dans la zone qui nous parle de comment elle fait pour s'assurer que l'école maison ne prenne pas toute la place dans sa vie de maman et de femme aussi du coup. Et on a aussi Marie-Ève Boudreau qui nous jase de ses trucs pour économiser quand on est parent à la maison. Et les autres sujets sont à venir. Je me vise de partager des ressources là, vraiment une fois par semaine. Donc, une nouvelle ressource par semaine dans la zone. La dernière section, et non la moindre, la zone techno. Le techno, c'est un peu les outils technologiques, surtout pour apprendre, c'est vraiment mon dada. C'est pas pour rien qu'on est en train d'écrire un livre là-dessus. Je vous présente des outils technologiques à utiliser, des applications que vous pouvez découvrir, installer sur vos appareils intelligents pour pouvoir peut-être faire des mathématiques autrement. Découvrir l'histoire de Champlain de manière ludique. Donc, c'est vraiment une section où, oui, il va y avoir des formations. Exemple, webinaire créer son portfolio numérique avec CISA et dans cette section-là. Mais aussi, il va y avoir des listes d'idées aussi, comment on peut utiliser cette application, exemple, pour favoriser les apprentissages de nos enfants. Je vous invite spécialement à vous inscrire à la formule bêta de la zone apprendre. Parce que la zone apprendre, elle est là. Et le contenu qui est à inclure, il y en a une partie à faire. Et je veux vraiment que ça réponde à vos besoins. Donc, j'ai besoin de votre aide. En vous abonnant à cette formule-là, ce que ça vous permet, c'est d'avoir accès à la zone pendant la première année d'existence et de faire partie d'un groupe Facebook privé dans lequel vous pouvez partager vos besoins, poser des questions, dire hey, ce serait le fun qu'on ait ça, suggérer des intervenants. Donc, c'est vraiment un endroit où je veux que ce soit dynamique pour qu'on puisse créer quelque chose de vraiment fun avec la zone. Parce que je crois sincèrement que c'est en travaillant en équipe qu'on est capable d'aller plus loin. Puis, voilà. Et l'abonnement est seulement 75 $. Donc, pour les 11 personnes qui embarquent dans la zone. J'ai 11 places de disponibles. Pour y avoir accès, j'ai oublié de mettre le lien Internet. Il va être sous la vidéo pour pouvoir s'abonner à la zone. C'est sur ma boutique. Donc, apprendre.éducation, /boutique, la, trait d'union, zone, trait d'union, apprendre. Maintenant, il y a d'autres options aussi. À partir du moment où la bêta est comblée et pleine, il est possible d'avoir accès à la zone pendant un mois. Donc, pour, c'est pas 20 $, excusez-moi, c'est 15 $ par mois. Donc, pour accéder aux ressources avec un S de la zone, j'ai une petite typo ici que je vais devoir modifier. Donc, la mensuelle, donc c'est un abonnement récurrent qui de 15 $ par mois. L'annuel, un prix de lancement de 75 $, qui est c'est le prix de lancement qui va être en vigueur jusqu'au 31 octobre 2019. Et ça donne accès, dans le fond, à la zone pour la première année, donc jusqu'au 31 août. Je commence le 1er septembre, les années par rapport à ça. Maintenant, je combine aussi l'offre de la zone à mon service d'évaluation de la progression des apprentissages. Puisque je suis enseignante, je peux faire un rapport d'évaluation de la progression des apprentissages en fin d'année. Si vous voulez aussi un bilan de mi-année, on peut regarder ensemble là, ce qu'on peut faire à ce moment-là. C'est possible de réserver votre place dès maintenant.
comment je fonctionne, je priorise les gens qui vont prendre un forfait, que je vais vous expliquer un peu plus tard. Donc, comment l'évaluation se passe? Ça va être suite à une rencontre virtuelle d'environ 30 minutes par enfant. Donc, si vous avez plusieurs enfants, on va se mettre une demi-heure à peu près là, par enfant pour être certain. Et à la consultation des traces d'apprentissage. Donc, vous m'envoyez vos traces d'apprentissage. Ça peut être un portfolio, des vidéos, des photos, photos de documents écrits. C'est certain que j'accepte un portfolio par CISA ou un portfolio numérique aussi sans problème. La présence de l'enfant n'est pas nécessaire. Là-dessus, je vous fais totalement confiance. En ayant des traces, je suis capable de voir si c'est un enfant qui écrit. Et l'objectif, c'est vraiment de voir d'où votre enfant est parti et où il est rendu. Donc, souvent, des traces d'apprentissage du début de l'année, des traces d'apprentissage de la fin de l'année. Puis, entre les deux, si vous voulez voir, ah, ça, c'était vraiment le fun, il a vraiment fait, ça représente vraiment là où il est rendu. Donc, c'est vraiment ce que je veux voir comme trace d'apprentissage, c'est ce qui représente le potentiel de votre enfant. Pas le potentiel, là où il est, ah, ça, il était vraiment sa coche. C'est ce que je veux voir. Le forfait que j'offre pour vous donner priorité par rapport à l'évaluation, c'est mon service d'évaluation. Donc, 80 $ pour le premier enfant, 60 $ pour les enfants suivants. Et l'accès à la zone pour la première année. Et participation au groupe bêta de la zone. Donc, si vous prenez le service d'évaluation, c'est certain que vous faites partie du groupe Facebook pour le soutien, poser vos questions, etc. Donc, le tarif est en fonction des enfants. Vous avez le décliné qui est là. C'est possible de le faire en un versement ou en 4 versements. Ça se fait via PayPal, les 4 versements, donc c'est automatique, ça se prend directement selon le mode de paiement que vous choisissez via PayPal. Pour vous procurer le forfait, apprendre.éducation/boutique, zone, trait d'union et trait d'union évaluation. Donc, comment s'inscrire? Si vous voulez vraiment voir si vous voulez avoir plus d'informations, avoir ça sur papier, vous avez vraiment l'offre en détaillé de tout ce que j'offre par rapport tant à la zone, tant au service d'évaluation. Donc, apprendre.éducation, /, trait d'union, zone, trait d'union, apprendre. Donc, c'est vraiment là que vous allez avoir tous les détails et vous allez pouvoir accéder aux produits qui vous conviennent. Si vous avez des questions, j'aime vraiment vous jaser, n'hésitez pas, ça me fait plaisir de connecter avec vous. Julie, en commercial, apprendre.éducation, le blogzine apprendre.éducation encore. Et j'ai aussi un site web plus professionnel qui partage en plus ce que je fais côté éducation, plus pas traditionnel, mais plus le milieu scolaire, les livres que j'ai écrits, d'autres services que j'offre en parallèle avec ce que j'offre avec la zone et le blogzine. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et j'attends vos nouvelles.